Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Perspective organisationnelle. Collection dirigée par Yvon Pesqueux et Gilles Thénault. C'est depuis l'apparition de la grande organisation comme phénomène social suffisamment important que se pose la question de la construction d'un champ de savoir qui lui soit spécifique, celui des sciences des organisations, la grande entreprise en étant la manifestation concrète majeure. C'est l'action organisée dans cet endroit spécifique qui constitue le matériau empirique et conceptuel et l'enjeu de la création de savoir, ceci venant justifier l'existence de la collection, perspectives organisationnelles. L'organisation est à la fois organisée et organisante, c'est-à-dire qu'elle cherche à maintenir la socialisation qui lui est inhérente, ce qui lui permet en même temps de se maintenir. Elle cherche à relier les agents organisationnels et à se relier, c'est-à-dire à relier les agents organisationnels avec les autres. Elle cherche à produire des biens et des liens, ce qui lui vaut d'assurer sa pérennité. L'organisation matérialise l'existence d'un équilibre entre des logiques structurelles et celles des agents qui les animent. L'organisation est donc une construction sociale contingente qui prend en compte des objectifs, des conditions d'environnement et la mentalité des agents qui s'y trouvent. Dernière parution. Société de philosophie des sciences de gestion, SPSG, Penser le management et les sciences de gestion avec Hannah Arendt, 2014. Marie-Caroline Moulin, La gestion des crises hors cadre, 2014. Société de philosophie des sciences de gestion, SPSG, Le prêt-à-penser en épistémologie des sciences de gestion, 2014. Sous la direction de Sony Perseil et Yvon Pesqueux, L'organisation de la transgression. Formaliser l'informel, 2014. Laurent Chiozotto, Dominique Fauconnier, Michel Raquin, Règles, métiers et processus, 3 explorations, 2013. Gilles Thénault et Nicolas Dufour, La gestion des risques, un objet frontière, 2013. Emmanuel Castille, Coord, Une autre image de l'organisation. Mise en perspective analytique, 2013. Isabelle Plondmorand, L'employabilité. Ambiguïté d'un concept, 2012. Lucille Martens, Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, face aux catastrophes naturelles, ce que le tsunami a changé, 2012. André Piech, De la pensée systémique à la pratique de l'organisation. Le gyroscope, 2011. Jean Bringer, Denis Merthe, Michel Raquin et Gilles Thénault, Le conseil en organisation. Évolution et perspective, 2011. Ouverture Patrick Lagadec. Monde en bouleversement. Quand l'erreur de représentation devient défi structurel. Conscience erronée de la situation. J'emprunte à Jean-Claude Vanner le fil rouge de cet ouvrage collectif. Essentiel dans la conduite maîtrisée des grands systèmes à risque, la question de l'image mentale devient vitale aujourd'hui, sur tous les fronts. Aléas et vulnérabilité, socle et texture, ne cessent en effet de connaître des mutations à la fois profondes, globales et accélérées. Le risque le plus pernicieux est de mettre en œuvre de remarquables réponses tactiques, mais avec des cartes mères qui ne sont plus les bonnes. L'excellence technique au service de l'erreur stratégique. Tombe alors le verdict couperet de Sun Tzu, on sera défait à chaque bataille. C'est le tragique d'une litanie d'épisodes historiques emblématiques. 1912 Le Titanic. Dieu lui-même ne pourrait couler ce navire. 1914. La Belgique ne peut être traversée puisqu'elle est neutre. Les troupes adverses ne peuvent avoir été doublées puisque la réserve c'est 0. L'adversaire ne peut s'appuyer sur l'aviation puisque l'aviation c'est pour le tourisme. 1940. Les Ardennes sont infranchissables. C'est le piège qui nous menace constamment lorsque les visions convenues sont erronées, incapables de s'ajuster à un monde en transformation fulgurante. 2003, il fait chaud, c'est normal, c'est l'été, des gens meurent, c'est normal, ils sont âgés donc fragiles. 2009, la grippe H1N1 sévit, le plan H5N1 ajusté est appliqué, alors qu'aux États-Unis, en quelques jours, la secrétaire du département of Homeland Security prend ses distances avec le réflexe d'application de la carte opérationnelle préparée. Cette grippe n'est pas celle qui avait été prévue. Ce qui sera admis de ce côté-ci de l'Atlantique au début de l'année suivante après 7 mois de perte de crédit. 2005. À la Nouvelle-Orléans juste après le passage du cyclone Katrina, c'est le soulagement.
Le vent n'a pas fait autant de dégâts qu'on le redoutait. Piège, le problème ce n'est pas le vent, c'est l'eau. Il aurait fallu changer de carte mère. On ne parvient pas à le faire, ce qui est normal quand on a pris soin d'être aux abonnés absents lors des exercices. 10 jours après, l'amiral Tadalen prend les commandes de la région en débâcle. En arrivant, j'ai tout de suite compris que nous n'avions rien compris. On pourrait multiplier les illustrations. 2008, pulvérisation économique et financière. La bourse de Paris n'est pas Wall Street, la vieille Europe résistera mieux car nos fondamentaux sont solides. Dans 3 jours il n'y paraîtra plus, la crise ou cet effet crise est derrière nous. Un second piège funeste verrouille la défaite. La perception claire ou la sensation latente que les ancrages habituels, les doctrines consacrées, les méthodes ritualisées ne fonctionnent plus déclenchent de sourdes et violentes angoisses qu'il faut immédiatement anéantir. Les signaux à peine perçus sont normalisés, tous les clignotants sont mis au vert et le drapeau est hissé, tout est sous contrôle. Les lanceurs d'alerte sont neutralisés. Des chiens de garde de l'orthodoxie, selon le mot du psychosociologue Irving Janis, sont mis en faction. Plus la pression se fait forte, plus le rejet s'affermit, à la mesure de l'angoisse qui ne cesse de monter. Le GQG de Joffre envoie l'Enrezac à Limoges. Il commence à devenir vraiment insupportable avec ses dires sur le passage par la Belgique et l'utilisation des réserves, double blasphème. Plutôt que d'inventer, on s'empresse de limoger. Le cauchemar ressenti n'est pas celui de la défaite, mais la crainte de perdre la protection d'un système de représentation qui fait barrage à toute question. Un troisième piège nous menace, celui de la formation, de l'entraînement. Si nos préparations intellectuelles, nos exercices, nos retours d'expérience privilégient constamment le conforme, mettent hors la loi le questionnement non convenu, et hors état de nuire ceux qui osent mettre en doute les représentations convenables, c'est toute la dynamique du système qui se livre bientôt à l'empire de la défaite. Comme le souligne la grande historienne Barbara Tuchman, The Guns of August, Angel Norman, en 1913, publiait un livre prouvant que la guerre est désormais quasi impossible. Consécration immédiate. L'ouvrage est traduit en 11 langues, l'auteur est reçu en grande pompe à la Sorbonne comme dans toutes les capitales qui peuvent célébrer leur soulagement pathétique. Puis, quand les échéances sont de plus en plus difficiles à camoufler, on consacre la vision, évidente, que la guerre ne saurait durer plus de 4 mois, puisqu'après on sortirait des modèles connus. L'absence de réponse prouve l'inexistence de la question. Jusqu'à ce que, comme dans toutes les crises, on finisse par proclamer les paroles consacrées, personne n'aurait pu imaginer pareil événement. Effectivement, le système était parfaitement verrouillé pour que personne ne songe à prendre le risque de sortir des ornières mentales imposées. Ce sont les paroles de George W. Bush à la Nouvelle-Orléans dévastée, lui qui avait été averti 3 jours avant l'arrivée de Katrina que la ville pourrait être noyée. Avertissement donné en téléconférence et immédiatement balayé, tout est sous contrôle. Aujourd'hui, sur tous nos fronts de risque, il convient de réexaminer nos hypothèses les plus structurantes, les angles morts les moins ouverts à l'examen, les interdits qui ne sauraient être bravés en matière de scénario, de veille, d'énoncé, de mobilisation. Car on ne saurait naviguer dans un monde hyper volatile, avec des registres mentaux marqués par le statique et la vénération dogmatique de ce qui fut. Août 2003, alors que la canicule commence à faire ses ravages, le professeur Pierre Carly, qui vient de passer 2 jours et 2 nuits au front comme patron du SAMU de Paris, se donne un objectif déterminé pour sa 3e nuit, comprendre. Il faut sortir des représentations en cours. Il y a quelque chose de fondamental qui échappe à l'analyse comme à la réponse. Ce quelque chose qui ne colle pas est le bien la clé permettant de s'arracher à l'attraction de l'erreur. Et Pierre Carly finit par trouver, Chicago 1995, un précédent bien analysé. Les clés données par ce cas sont contre-intuitives. Le plus important ce n'est pas telle ou telle valeur instantanée de chaleur, mais l'accumulation de journées sans baisse de température. N'est pas la chaleur diurne, mais le niveau élevé de température nocturne qui ne permet pas de récupération de l'organisme, n'est pas la classe jeune, la première victime avait été un jeune jogger, mais les personnes âgées, n'est pas de faire venir les personnes à l'hôpital, ligne de défaite et non pas de défense, mais d'. Aller au-devant, dans les maisons de retraite pour personnes âgées, avec des protocoles simples, mais totalement repensés. Sortir de l'erreur de représentation exige du courage intellectuel, de l'implication personnelle,
de la préparation à l'exercice du questionnement, y compris sur les ancrages les moins questionnés. Pour maîtriser aujourd'hui les erreurs de représentation, défi désormais structurel en raison des mutations sauvages de nos sociétés, nous avons besoin de nouveaux repères d'action, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles logiques de formation. Dans cette ligne, avec Xavier Guilloux, nous avons proposé et expérimenté la méthode de force de réflexion rapide, FRR. Pour aider à préciser de quoi s'agit-il réellement ? Pour préciser les pièges essentiels à éviter, puisque la première pathologie liée à l'erreur de représentation consiste à s'engouffrer avec passion dans des failles à la fois funestes et faussement réconfortantes. Pour préciser les nouvelles donnes en matière de cartes d'acteurs. Et pour inventer quelques dynamiques nouvelles, permettant de naviguer en territoire inconnu. À l'âge des découvertes, au XVIe siècle, une attitude révolutionnaire consista à mettre du blanc sur les cartes partout où il y avait du faux, du mythe et du sacré. La volatilité du monde va nous obliger à mettre beaucoup de blanc sur nos cartes habituelles. Mais qu'il faut du courage pour oser reconsidérer une carte que l'on sait déjà intuitivement fausse, mais qui rassure viscéralement par sa seule présence. Une carte fausse dont la force tient justement du consensus défensif qui lie tous les acteurs en un même contrat de non-questionnement fondateur. Comme je n'ai cessé de l'entendre, il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. En crise, ce n'est pas le moment de réfléchir. On est ici pour répondre aux problèmes, pas pour s'en poser. Je ne jouerai pas les Cassandres. Nous avons plaidé pour des préparations et des exercices profondément repensés. Il s'agit moins de fournir aux opérateurs des protocoles clés en main pour leur éviter toute surprise. À l'inverse, comme l'a souligné si justement Todd Laporte, Berkeley, il faut se préparer à être surpris. Certes, cela exige des reformulations fondamentales de nos visions et pratiques. Mais l'urgence est bien de nous engager avec détermination dans ces réinventions. L'exercice n'est pas seulement là pour répéter les schémas prévus, mais pour s'entraîner à se mouvoir en univers dont on n'a pas déjà le script. Certes, pareille vision est orthogonale à celle qui préside le plus souvent à nos exercices démonstration ritualisés. Qui ne peut le supporter doit immédiatement quitter le champ des risques et plus généralement, du pilotage de nos systèmes complexes. On n'appareille pas pour la haute mer avec un entraînement dans les plans d'eau raffinés, du jardin du Luxembourg. Avec ces quelques points de départ, que le lecteur tire le meilleur parti de cet ouvrage riche de contributions dont la variété est une indéniable qualité. Introduction. L'erreur humaine a fait l'objet d'études dès la fin du XIXe siècle, mais c'est à partir du XXe siècle avec l'avènement de l'ère industrielle, le développement des transports maritimes et aériens et ses premières catastrophes que l'étude de cette dernière prendra tout son sens. Selon Shrivastava, 1993, les systèmes technologiques, sociétaux et humains sont mis à rude épreuve, ils évoluent dans un contexte de turbulence, de crise. Rapidement, l'objectif d'évitement total de l'erreur a été abandonné car jugé irréaliste d'un simple point de vue théorique. La sécurité s'est naturellement déplacée vers une perspective plus systémique. Rison, 1997, Rasmussen, 1991, 1999. Les erreurs de représentation en économie et en gestion constituent un sujet d'attention clé pour les organisations et les milieux économiques. Pour autant, cette thématique reste en partie absente des débats académiques récents. La connaissance constituée dans ce domaine est importante mais diffuse. L'objet de cet ouvrage est donc d'apporter un regard à la fois pratique et académique sur cette thématique. Qu'est-ce que les erreurs de représentation ? En quoi se distinguent ou se rapprochent-elles d'autres notions telles que la faute, les rôles et les responsabilités, le déni, la prise de décision et l'action ? L'objectif de cet ouvrage est de réaliser une corrélation entre théorie relevant des sciences de gestion et application terrain. Nous avons sollicité pour cet ouvrage collectif les contributions d'éminents chercheurs et théoriciens spécialisés dans les disciplines des sciences de gestion, mais aussi de praticiens confrontés sur le terrain à des cas concrets. Nous sommes conscients que nous n'avons pas traité toute la question concernant les erreurs de représentation. Toutefois, l'interdisciplinarité des apports, la qualité des auteurs, leurs propos, les exemples proposés sont autant d'éléments porteurs d'une promesse riche et profonde du sujet. Nous avons cherché un compromis entre les aspects théoriques et pratiques,
tout en gardant une rigueur académique. Dès lors, une relecture et un suivi particulier ont été entrepris par le comité de lecture. Nous remercions ici les auteurs qui ont participé à ce travail et qui ont accepté les corrections. Cet ouvrage n'est pas le livre d'une seule personne, il est un projet collectif ouvrant des perspectives riches de recherche. Une première partie est consacrée aux grands principes théoriques qui caractérisent les sciences de gestion et la genèse de l'erreur de représentation. Parmi les grands principes ou processus génériques et constitutifs abordés dans la première partie, nous avons retenu les grands concepts CH1, la décision CH2, la perception CH3, la représentation mentale CH4, l'éthique CH5, l'épistémologie CH6 et l'éducation CH7. Cette dernière discipline étant en fait à l'interface entre principe et pratique, nous l'avons cependant incluse dans cette première partie car nous avons estimé qu'elle était fondamentale dans le processus d'acquisition et de transmission de connaissances. Chapitre 1. Yvon Pesqueux propose d'envisager l'erreur et les différents corrélats de cette notion, afin de dresser un panorama d'ensemble des concepts à intégrer dans notre réflexion. Yvon Pesqueux précise avec pertinence un certain nombre de définitions, certainement bien connues des spécialistes de la discipline, mais sans doute moins de la part des différents acteurs qui peuvent être confrontés à cette problématique sur le terrain. Il est donc indispensable de disposer d'un langage commun, permettant la remontée et l'exploitation de l'expérience en vue de l'élaboration d'une théorie par les chercheurs spécialisés. En particulier, Yvon Pesqueux définit clairement le phénomène de l'erreur, de son identification et des biais qui peuvent altérer cette identification et par conséquent, l'analyse qui en sera faite. L'auteur rappelle également opportunément la notion de risque en la développant. Chapitre 2. Anne-Marcée Roublat envisage l'enjeu des erreurs de représentation autour du triptyque d'écart, d'incompétence et de déviance. L'erreur y est définie comme l'incapacité à atteindre la perfection d'une référence abstraite, et donc comme un écart par rapport à cette référence. L'auteur analyse la distinction entre erreur et faute, et définit les notions d'incompétence, infraction et déviance par rapport à des systèmes d'activité rationnelle mais aussi à des cadres institutionnels. Enfin, l'auteur évoque la qualification de l'erreur et son enjeu en termes de management. Chapitre 3. Béatrice Bon-Michel nous expose ensuite le sujet essentiel de la gestion des incidents et des logiques de perception et d'intelligence du risque s'y rattachant. L'auteur s'intéresse plus particulièrement au domaine financier. L'auteur insiste sur la nécessité de l'identification et de la formalisation des incidents, dont la perception et surtout le traitement sont liés, à l'ego de l'opérateur qui va orienter sa stratégie défensive. L'erreur d'interprétation prend sa source principale dans l'égocentrisme de l'opérateur ou décideur humain, qui en raison de ce biais cognitif ne parvient pas à évaluer correctement la situation. Chapitre 4. Jean-Claude Vanner propose un exposé à la fois synthétique et percutant des représentations mentales. L'auteur a longuement analysé au cours de sa carrière le phénomène de l'erreur humaine dans le pilotage des aéronefs, en tant que représentation mentale par rapport à des modèles mentaux qui impliquent l'existence d'interfaces de communication entre le système et l'homme. L'erreur de représentation est qualifiée par l'auteur de conscience erronée de la situation. L'ergonomie des interfaces homme-système joue un rôle primordial dans la genèse de l'erreur de représentation. Chapitre 5. Benoît Cheret aborde la problématique des erreurs sous l'angle de l'éthique des affaires, qu'il définit en se référant à la philosophie morale. L'auteur analyse les différents facteurs pouvant intervenir dans le processus décisionnel, et en particulier la question du référentiel utilisé ou du possible conflit dans l'application de référentiels distincts également applicables, mais incompatibles. L'auteur identifie les facteurs générant l'erreur éthique: faiblesse morale ou conscience morale limitée et surtout déni de responsabilité. Chapitre 6. Johan Bazin évoque pour sa part les enjeux de croyance en contexte de crise dans le secteur financier. Il souligne le caractère allégorique sinon intemporel de la pièce de théâtre de William Shakespeare, La vie de Timon d'Athènes. Le caractère inspiré, sous une apparence légère de cette pièce est d'essence philosophique et anthropologique sinon théologique en soulignant la finitude de l'homme avec ses défauts intrinsèques à sa nature. Défauts qui se retrouvent à toutes les époques,
en dépit des progrès censés réalisés dans le domaine de la connaissance. Suivant Shakespeare, Johann Bazin identifie la place de l'erreur de représentation dans le cycle de 3 phases comportementales que l'on retrouve dans toute crise grave: euphorie, déni, panique. L'erreur de représentation au niveau des 2 premières phases conduit inexorablement à la 3e. Erreur de représentation initiale qui conduit à une euphorie injustifiée et à un excès de confiance. Déni des signes précurseurs et de la réalité de la situation qui interdit de prendre en temps utile les mesures correctrices, et enfin panique devant la catastrophe qui tétanise le décideur et annihile sa volonté. Chapitre 7. Jean-Marc Fer traite de l'éducation qui est fondamentale dans le processus d'acquisition et de transmission des connaissances. L'éducation est un domaine dans lequel les propositions d'amélioration ne manquent pas, mais conduisent à un empilement historique de projets et de réformes qui provoquent une résistance au changement. Il identifie là une erreur méthodologique qui traduit une erreur de représentation. Il souligne la distinction entre éduquer et professer. Dans le domaine scolaire, il s'appuie sur les 3 pôles que sont le savoir, l'élève et l'enseignant. Il analyse l'évolution historique de ces concepts, en soulignant les spécificités anthropologiques de l'éducation. Pour l'auteur, l'éducation est l'activité la plus complexe à laquelle l'homme est confronté par son originalité, dans le monde du vivant. Afin d'éviter les erreurs de représentation liées à une vision trop restrictive, il propose de dépasser le classicisme aristotélien ou cartésien et recommande de former les éducateurs à aborder la complexité anthropologique de leurs fonctions. Une deuxième partie dans laquelle sera analysé le phénomène de l'erreur de représentation, dans quelques secteurs d'activité pris à titre d'exemple. Pour les secteurs d'activité, nous avons retenu la finance comportementale CH8, la prospective appliquée à la finance et à la gestion des ressources énergétiques, développement durable, CH9, l'innovation CH10, la SCM logistique CH11, la gestion de projet CH12, la systémique CH13, les systèmes des apostrophes, information CH14, la géostratégie et la gestion des conflits armés CH15, la gestion des crises hors cadre CH16. Chapitre 8. Carole Simonet nous propose quant à elle une application de l'enjeu de l'erreur humaine par le prisme de la finance comportementale. Elle analyse la rationalité dans la prise de décision, les comportements mentaux et les nombreux biais qui contribuent à l'erreur de représentation. Elle analyse ensuite la finance comportementale dans la relation avec le client et dans la pratique commerciale, en s'appuyant sur des exemples concrets. Chapitre 9. Nicolas Dufour et Florian Fizen abordent de manière comparative les interactions entre marché financier et marché de l'énergie par le prisme de la notion de confiance dans la modernité. Les auteurs examinent l'enjeu particulier des erreurs d'interprétation et de prévision dans les domaines de la finance et de l'énergie, au sens de l'évaluation prospective des besoins et des ressources, domaines dans lesquels les erreurs de représentation sont de même nature et impactent de façon comparable l'économie. Les auteurs analysent les erreurs de représentation prospective au vu des paradigmes pris en compte. Ils soulignent l'incohérence et le paradoxe consistant à prendre prétexte de l'inconstance des lois humaines, pour justifier une attitude de laisser-faire qui finit par être considérée comme un paradigme stable. Les auteurs appuient leurs réflexions sur des exemples concrets de prévisions en matière d'énergie, consommation et ressources, et de prix du pétrole ainsi que dans le domaine financier sur celui des bulles. Dans le domaine de l'analyse en finance, ils comparent les approches traditionnelles et modernistes. Chapitre 10. Philippe Berthaud et Gilles Garel abordent conjointement les erreurs de représentation en management de l'innovation, que ce soit dans le domaine organisationnel ou industriel. L'innovation constitue selon les auteurs un terrain propice à l'erreur de représentation pour 2 raisons majeures. Les incertitudes liées à toute activité prospective dans la mesure où il y a toujours plusieurs futurs possibles, et la transgression qu'implique l'innovation par rapport à des grilles de lecture ou référentiels établis et d'une certaine façon validés par l'expérience. L'innovation constitue en quelque sorte un pari sur un futur possible, parmi d'autres. L'auteur souligne la difficulté pour le concepteur à abandonner des hypothèses ainsi que les facteurs qui contribuent à l'erreur de représentation. L'innovation est associée au risque et à l'incertitude. Elle implique des décisions en fonction d'une évaluation correcte des enjeux.
La décision en matière d'innovation est donc par nature sujette à erreur de représentation. L'étude du processus de l'innovation constitue donc pour les auteurs un moyen d'améliorer les connaissances relatives à l'erreur de représentation. Chapitre 11. Jacques Ponce envisage des développements quant à la thématique de l'erreur appliquée à la supply chain. L'auteur analyse les risques auxquels pourrait être soumis la chaîne logistique en une logistique planifiée et intégrée, cette dernière comprenant plusieurs chaînes en interaction, network chain, demand chain, cycle chain, et répondant exclusivement à des critères d'efficience. La question de l'erreur de représentation est indirectement abordée au niveau du concept même de la notion de lean management, de recherche d'efficience par réduction des stocks et pratique des flux tendus qui fragilisent les entreprises en les rendant vulnérables aux imprévus. L'auteur recommande donc de développer la recherche en matière de résilience dans le cadre d'une doctrine dite de Business Continuity Management. Chapitre 12. Michel Raquin nous fait part de son expérience des erreurs de représentation en ce qui concerne la conduite des projets dans les organisations. La notion de projet remonte à l'Antiquité, mais sa mise en forme rationnelle et efficiente sur le modèle des grands programmes aéronautiques nucléaires ou militaires est récente. Dans une approche de praticien chef de projet, il analyse les types d'organisation adoptés pour la conduite d'un projet: task force, organisation matricielle et organisation adhocratique. La possibilité d'erreur de représentation sur la situation future à l'horizon de réalisation du projet est inhérente à la nature même du projet, qui implique une démarche prospective avec projection dans l'avenir et représentation des futurs possibles. L'auteur, s'appuyant sur l'exemple d'un projet de changement organisationnel, formule des recommandations pour réduire le risque d'erreur de représentation lors de l'élaboration du projet. Chapitre 13. André Piech et Guy Coninx développent un chapitre applicatif des erreurs de représentation en matière de systémique pour traiter de l'erreur de représentation, la représentation étant assimilable à un système en interaction dynamique orienté vers une finalité. Dans cette démarche, il distingue l'approche traditionnelle dite atomistique, fermée statique, simplificatrice et donc réductrice basée sur le principe de la séparation des variables, de l'approche systémique ouverte globale et évolutive car prenant en compte les interactions entre sous-systèmes ou facteurs. Dans cette approche, la représentation relève de l'approche systémique car elle fait appel au fonctionnement du cerveau total, combinant l'action des deux hémisphères droite et gauche, analyse et synthèse. La représentation comprend donc nécessairement une part de subjectivité dans la mesure où l'observateur ne peut être dissocié du système qu'il observe, et dans la mesure où il est également acteur. Il ne peut y avoir en pratique une réalité unique, ou vérité, mais des réalités dépendant des référentiels des différents observateurs. Les auteurs formulent de recommandations pour réduire le risque d'erreur de représentation, en s'appuyant sur la démarche systémique. Chapitre 14. Gilles Thénault s'intéresse aux théories relatives à la prise de décision, et développe dans son chapitre l'apport des systèmes interactifs d'aide à la décision, SIAD, en vue de réduire les risques d'erreur lors de prise de décision dans la conduite de systèmes complexes ou dans la gestion d'organisations également complexes. Il analyse les causes d'apparition d'erreurs de représentation et évalue l'apport des SIAD dans ce domaine en tant qu'interface homme-machine, donc outil de représentation. Il établit un tableau de bord des décisions, qui rassemble les indicateurs quantifiés permettant de disposer d'une représentation la plus exhaustive et la plus précise possible tout en identifiant les risques d'une confiance excessive dans les SIAD. Chapitre 15. Max Moulin contribue à cet ouvrage par un développement sur les erreurs de représentation dans le domaine géostratégique et plus particulièrement celui des conflits armés, en s'appuyant sur l'analyse de l'histoire militaire et géostratégique comme sur l'historique de certains systèmes militaires, conceptuels ou matériels. Les conflits armés peuvent être considérés comme des systèmes complexes dans lesquels le chef militaire ne possède jamais de représentation exhaustive de situation, et doit décider dans l'incertitude la plupart du temps dans l'urgence. Les erreurs de représentation sont d'autant plus courantes que chaque partie utilise des ruses de guerre pour introduire l'erreur chez l'adversaire. L'erreur de représentation peut être en partie contrée par le recours au renseignement, encore faut-il que celui-ci soit pris en compte.
L'histoire met en évidence un biais cognitif bien connu dénommé syndrome de Cassandre, qui consiste à rejeter ou de nier l'information non souhaitée, par a priori dogmatique ou idéologique. Chapitre 16. Xavier Guilloux aborde l'analyse des erreurs de représentation dans le pilotage des crises, qu'elles soient de nature géopolitique, technologique ou d'origine naturelle et comment, au vu de cas concrets récents, ces erreurs de représentation peuvent conduire à des situations hors cadre catastrophiques. Il identifie les rigidités intellectuelles et mentales qui constituent des biais dans l'évaluation de situations, et évoque quelques pistes à usage des décideurs pour sinon, concevoir l'impensable, du moins être en mesure de s'adapter rapidement et efficacement à une situation imprévue, hors cadre. Il souligne les dangers mortels d'un raisonnement basé sur des analyses restrictives, pertinentes en elles-mêmes, mais qui isolées par des cloisons étanches sont perturbées ou rendues inopérantes par des événements imprévus. L'auteur souligne en cas de crise hors cadre, la nécessité de déléguer un certain nombre de responsabilités aux acteurs de terrain qui ont une représentation concrète de la situation et sont en mesure de prendre des mesures correctives d'urgence à leur niveau. Première partie. Grand principe. 1. Chapitre introductif. Yvon Pesqueux. L'erreur et ses corrélats. 2. Anne-Marcé Roublat. Erreur et représentation de la décision en gestion. Écart, incompétence, déviance. 3. Béatrice Bonmichel. La gestion des incidents, de la perception à l'intelligence du risque. 4. Jean-Claude Vanner. Les représentations mentales. 5. Benoît Cheret. Erreur éthique en gestion, réflexion sur un phénomène. 6. Johan Bazin. Alors on danse. Une lecture shakespearienne des dynamiques de croyance dans la crise des subprimes. 7. Jean-Marc Fer. Erreur de représentation dans le domaine de l'éducation, un enjeu d'organisation. Chapitre 1. Yvon Pesqueux. L'erreur et ses corrélats. Parler d'erreur nécessite de définir ce dont il est question, et il faut souligner la multitude des concepts associés, l'ensemble venant constituer une véritable fresque dont les points cardinaux pourraient être les suivants. S'agit-il d'une notion représentative plutôt d'un processus, plutôt d'un état ou bien encore des deux aspects à la fois? S'agit-il d'une notion issue d'une émotion, c'est-à-dire d'un trouble soudain et subi, d'une agitation passagère, d'une réaction affective de grande intensité provoquée par un stimulus venant de l'environnement, notion rattachée à l'individu et à sa conscience, d'une impression, c'est-à-dire de quelque chose d'extérieur qui marque le comportement, d'un sentiment, connaissance plus ou moins claire au regard d'une donnée immédiate, d'une opinion ou encore d'un état affectif durable et qui à la différence de l'impression dépend des apostrophes, une dimension collective, ou bien encore les trois aspects à la fois? Soulignons l'appartenance de ces trois logiques au champ de l'affectif, et non à celui de la raison, et le fait que l'on y accède au travers de sensations mais réduites par le prisme cognitivo-sensualiste qui les fonde. Parler de prisme cognitivo-sensualiste, c'est mettre en avant l'arc sensation-cognition, c'est-à-dire une compréhension construite au regard du ressenti. En tous les cas, avec ces logiques, on est bien face à des représentations plus ou moins fondées en sensations qui, rappelons-le, est un phénomène psychophysiologique qui modifie un état affectif par stimulation interne et ou externe touchant donc aussi bien le domaine physiologique que celui des représentations. On accède à la sensation au travers de perceptions, et la sensation va être influencée par le sentiment tout en suscitant émotion et impression, ces deux aspects venant le plus souvent consolider le sentiment. Rappelons que classiquement les 5 impressions de base sont la culpabilité, la haine, la honte, la revanche et l'amour. Les 3 termes de sentiment, émotion et impression ont été définis dans leur sens strict dans le premier paragraphe. Il y a en effet très souvent confusion entre ces 3 registres, dans leur usage courant. La perception inscrite dans une perspective sensualiste peut alors être considérée comme un moyen de réduction de la complexité en conférant une place centrale à ce qui est perçu immédiatement par le sujet, cette expérience valant en quelque sorte réalité. Le sensualisme qui se trouve au centre de la notion d'erreur tient compte de l'effet de composition qui opère entre l'affect et la sensation. Avec l'affectivité, on est donc dans la réaction subjective et non dans la représentation même si dans les 2 cas mais sur des registres différents,
le collectif entre en ligne de compte. Par ailleurs, en termes de jugement de valeur, la plupart des notions qui vont suivre est associée à l'idée de quelque chose d'insupportable. Attention, risque d'erreur et erreur sont fondamentalement associés, l'erreur étant la conséquence plus ou moins prévisible du risque d'erreur. Après avoir brièvement rappelé les attendus de la notion d'erreur, ce texte va présenter une fresque de ces corrélats, classés ici par ordre alphabétique. Erreur. L'erreur peut être considérée comme une des catégories du risque. C'est à partir de l'ouvrage de Gireason, 1993, qu'en sera menée l'analyse. Il faut au préalable en souligner l'aspect symbolique de la référence à l'erreur à partir d'accidents, 3 Miles Island, Challenger, etc., et la dimension principielle, le droit à l'erreur. L'erreur est pour Gireason, inséparable de la trilogie intention-action-conséquence. Elle s'inscrit donc fondamentalement dans une perspective téléologique et normative, et elle légitime la référence au protocole en gestion des risques. Il souligne l'importance de la distinction entre l'intention préalable, l'action intentionnelle, dont l'intention préalable se distingue, et l'action involontaire. C'est ainsi qu'apparaît l'importance de la référence à la volonté, permettant de distinguer l'action délibérée de l'action non délibérée. C'est la référence à l'action délibérée qui permet de fonder la faute, et celle qui est faite à l'action non délibérée qui permet de fonder l'erreur. Pour lui, le terme d'erreur est pris au sens générique, qui couvre tous les cas où une séquence planifiée d'activités mentales ou physiques ne parvient pas à ses fins désirées, et quand ces échecs ne peuvent être attribués à l'intervention du hasard. Les ratés et les lapsus sont des erreurs qui résultent d'un défaut dans l'exécution et ou dans le stockage d'une séquence d'actions, indépendamment de l'adéquation du plan qui les guide à son objectif. Les fautes peuvent se définir comme des déficiences ou des défauts dans les processus de jugement et ou d'inférence, qui sont impliqués dans la sélection d'un objectif ou dans la spécification des moyens pour l'atteindre, indépendamment du fait que les actions basées sur ce schème de décision se déroulent ou non conformément au plan. Gireason 1993 page 31. L'ensemble de ces références construit le corpus d'analyse de l'erreur humaine où l'on retrouve les modes de contrôle, les structures cognitives, le mode attentionnel, le mode de contrôle hiérarchique, l'activation, etc. C'est ce qui conduit à un système générique de modélisation de l'erreur qui repose sur la distinction et le jeu relatif entre trois types d'erreurs. Les ratés et les lapsus, basés sur les automatismes, les erreurs basées sur les règles et les erreurs basées sur les connaissances déclaratives. Cette modélisation repose sur les caractères suivants: le type d'activité, la concentration de l'attention, le mode de contrôle, l'expertise et le caractère prédictible des types d'erreurs, le lien entre erreur et occasion d'erreur, l'influence des facteurs situationnels, le caractère détectable de l'erreur, la relation au changement. C'est ce qui conduit à la mise en place de systèmes de surveillance des défaillances et des violations, de règles. Gireason va ainsi nous inviter à visiter différents types de classification des erreurs. La dualité erreur constante, qui s'inscrit dans une perspective déterministe et qui fonde un projet de réduction de l'erreur, erreur variable, qui s'inscrit dans une perspective probabiliste et prend en compte les interactions complexes entre l'agent et son environnement. Les erreurs classées suivant des causes d'ordre comportemental, d'ordre contextuel et d'ordre conceptuel. Il est important à ses yeux de distinguer entre les types d'erreurs, qui renvoient à l'origine présumée de l'erreur, et les formes d'erreur, repérables au regard de leur similarité et de leur fréquence. F. van der Hagen, 2003, propose dans un ouvrage plus centré vers l'action, des catégories prescriptives d'analyse et de contrôle de l'erreur. Les travaux sur l'erreur sont pour lui divisés entre ceux qui sont consacrés à l'évaluation des risques associés aux erreurs humaines et pouvant affecter la fiabilité des systèmes organisationnels, et ceux qui sont consacrés à l'évaluation des risques associés aux capacités intrinsèques des opérateurs humains pour faire face à ces erreurs. L'entraînement est alors susceptible d'offrir une première issue. Il s'agit alors de prendre en compte les perspectives des acteurs humains de la fiabilité dans la conception des systèmes organisationnels et dans l'exploitation, en particulier à partir d'analyses rétrospectives de leur activité. Il est donc question d'en estimer le risque d'acceptabilité car une erreur pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres, ce qui conduit aux perspectives de sous-estimation pour les uns et à celles de surestimation pour les autres,
tant sur le plan de l'occurrence que sur celui de ses conséquences. L'erreur humaine indique d'ailleurs l'infiabilité comme son complémentaire sur la base des deux grandes conceptions de l'erreur humaine, les dérives comportementales et les dérives situationnelles. Dans les deux cas, il se pose le problème de la définition d'un référentiel et de seuil d'acceptabilité des écarts. Au-delà, l'analyse de l'erreur pose la question de la dissociation entre la source, qui commet de l'erreur, et la cible, qui la subit. C'est ce qui, à ses yeux, devrait permettre de fonder des moyens de contrôle de l'occurrence et des conséquences. L'impact de l'erreur affecte en effet la fiabilité organisationnelle, matérialisée par la continuité du service, la disponibilité d'utilisation, la sécurité, au regard de conséquences critiques pour les acteurs, l'organisation et l'environnement, et la maintenabilité, réparation et évolutions organisationnelles. Les erreurs humaines sont essentiellement liées aux capacités de piloter un processus au regard de la charge de travail que réclame ce pilotage, sous-charge comme surcharge posant problème. Au degré de réversibilité du contrôle, c'est-à-dire à la possibilité de passer d'un contrôle automatisé, semi-automatisé ou humain et vice-versa, ce qui pose le problème de la réallocation des tâches. Au degré de confiance que les agents humains accordent aux éléments automatisés. À l'homéostasie du risque car les automatismes venant réduire les risques en améliorant les conditions de travail, modifient aussi la perception du risque, éventuellement au détriment de la sécurité. Au problème de masquage des erreurs. C'est ce qui vient poser la question de l'impact organisationnel de l'intention de l'agent. Des modes de défense interne et externe, généralement proposés pour récupérer et guérir des événements indésirables, sont les suivants. La prévention intrinsèque qui est une tentative de supprimer les sources du risque et qui distingue entre la mise en place d'éléments prédictifs d'alerte, d'éléments préventifs, des sécurités et d'éléments curatifs. L'exclusion qui est la tentative de suppression de toute manifestation du risque. La mise en sécurité face à un événement indésirable qui repose sur la mise en place de détecteurs des occurrences. La mise en place de barrières au niveau de la conception matérielle, fonctionnelle et symbolique, immatérielle, d'autres étant ajoutées par l'exploitant et les équipes de travail. Dans les configurations organisationnelles par l'organisation de redondance et la mise en place de logiques de coopération. Référentiel commun, cellules dynamiques de travail pour partager les intentions des actions et les compétences, etc. Quand plusieurs agents doivent se partager un pilotage de processus qui est trop lourd pour être laissé à un seul. La protection des agents humains des effets potentiels des situations dangereuses. La formation pour acquérir une connaissance sur la maîtrise des situations, pour que l'accident ne puisse pas apparaître. Le secours pour limiter ou guérir les lésions. De nombreuses méthodes d'évaluation de l'erreur humaine et les business cases qui vont avec se sont développées sur les aspects suivants. Les méthodes basées sur un modèle de dysfonctionnement, les méthodes basées sur l'évaluation d'éléments redoutés, les méthodes qui cherchent à opérer des classements par type d'erreur, les méthodes basées sur un calcul probabiliste de l'erreur et les méthodes basées sur un modèle de simulation de l'interaction agent-système organisationnel. Les méthodes les plus courantes, souvent rétrospectives et difficiles à mener, se sont développées dans ce contexte. C'est par exemple le cas de MAFERGO, méthodologie d'analyse de la fiabilité et ergonomie opérationnelle, qui est une analyse comportementale des opérateurs humains dans les situations de gestion, ou de PRIMA, Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis, qui est basée sur l'analyse des incidents afin de prescrire des modes de suivi et de récupération des erreurs humaines. D'autres méthodes d'analyse de l'infiabilité se sont développées. APRECIH, analyse préliminaire des conséquences de l'infiabilité humaine, qui compare les comportements réels à des comportements prescrits en prévision. APOSCIH, analyse a posteriori des conséquences de l'infiabilité humaine, qui est la version rétrospective de rapprochement, prévision-réalisation. Ces méthodes posent la question de la gestion des situations, et celle de l'identification et de la correction des dérives. Accident. Étymologiquement, un accident est une perturbation qui affecte un système dans son ensemble. Vibo 2000. Il peut être la conséquence d'une erreur.
Mais soulignons pour commencer la dimension symbolique de l'accident. L'Encyclopædia Universalis consacre un article au concept d'accident rédigé par Séveille pour ce qui concerne le phénomène et sa prévention, et par Ernotto pour ce qui concerne la prise en charge et le traitement des accidentés. Pour ces auteurs, un accident, c'est ce qui arrive de fâcheux, subitement, par hasard, rarement. On a tendance à la fois à incriminer la fatalité et à chercher un responsable. On est surpris par l'étendue des dommages causés aux personnes et aux biens par les accidents, mais sauf dans quelques domaines privilégiés, la société contemporaine s'en soucie moins qu'elle ne le fait pour d'autres fléaux sociaux. Il y a donc jugement de valeur. L'accident est de dimension microsociale et, tout comme pour le risque, il existe de nombreux accidents à épithètes, ces épithètes étant à la base de la construction d'une accidentologie. F. van der Hagen, 2003 page 23, invite, lui, à la distinction entre l'accident, l'incident et le danger. Une situation est accidentelle lorsqu'elle affecte l'intégrité du système homme-machine. La réalisation d'une ou de plusieurs fonctions est altérée en raison de dégâts irréversibles matériels, humains ou environnementaux. Elle est précédée par une situation incidentelle au cours de laquelle le système fonctionne en mode dégradé, mais les effets d'événements indésirables sur celui-ci sont récupérables. Enfin, une situation dangereuse met en œuvre des défenses permettant de contrôler l'occurrence de ces événements. Et cette distinction est aujourd'hui fondatrice des protocoles de la perspective gestionnaire des risques qui vont travailler en amont sur l'incident, pour éviter l'accident. L'accident est donc moins terrifiant que la catastrophe et plus ennuyeux que l'incident. L'accident n'aurait pas dû se produire, mais il est socialement supportable. Il déclenche un arsenal juridique qui vise à indemniser la victime et à chercher les responsables. Le concept s'applique à une grande variété de situations, dont un des caractères est la gravité du dommage. L'accident pourrait donc être cadré. L'accident est considéré comme une brèche à colmater, brèche qui se produit dans un contexte spécifique. C'est un événement connu, répertorié, aisément isolable, dimensionné à l'intérieur d'hypothèses conventionnelles, possédant un nombre limité d'intervenants, tous spécialistes d'un volet du problème et relevant d'organismes qui se connaissent, fonctionnant au regard de procédures d'intervention codifiées où la définition des rôles, des responsabilités, des hiérarchies sont bien établies. La situation est perçue comme gérable dans une durée limitée. L'univers de l'intervention se caractérise par les traits suivants. Le champ, des cas types délimités identifiables à l'avance. L'attente, des modes opératoires, des plans de secours efficaces. Les acteurs clés, des spécialistes de type expert en mesure d'apporter les réponses voulues. Les organisations clés, des centres d'urgence, PC opérationnels pour trier les données et coordonner les actions. Le pilotage par un responsable hiérarchique qui doit veiller à la bonne marche des rouages, Guillou Lagadec 2002. Dans cette organisation, on distingue 3 phases. Le traitement primaire sur le terrain ou sauvetage avec l'organisation des secours qui comporte 3 étapes plus ou moins intriquées. La relève ou le ramassage, la mise en condition et l'évacuation, le traitement secondaire en milieu hospitalier, le traitement des séquelles et la réinsertion socio-professionnelle. Comme pour le risque, il est donc possible d'envisager une gestion procédurale de l'accident. L'accident peut être aussi vu comme la suite logique, mais légèrement probable de défaillance au sein d'une chaîne d'événements. L'accident est en effet toujours vu comme le résultat d'un concours de circonstances avec les causes favorisantes et les causes déclenchantes, causes qui doivent alors être ordonnées dans toute démarche d'investigation et de prévention, car elles ouvrent la perspective d'une hiérarchisation. C'est le cas, par exemple, des analyses faites autour des accidents d'aviation. Un autre mode de classement des causes consiste à distinguer les causes premières des causes secondes, ainsi que des causes aggravantes au moment de l'accident. Il est alors important de souligner les particularités apportées au traitement du facteur humain, avec des éléments tels que les déficits physiologiques, les insuffisances de la perception, l'inattention, l'indiscipline ou encore, sur un autre plan, le défaut d'apprentissage. Ce sont ces éléments qui concourent à l'évaluation apportée à la conduite de l'agent. Mais ceci ouvre aussi la porte à la mise en évidence d'une théorie de la prédisposition psychologique à l'accident. Mais l'accident, car c'est une occurrence, est également toujours une histoire unique,
et c'est ce qui permet de distinguer ce concept de celui de risque qui, pour sa part, possède un caractère de permanence. L'accident est un concept qui, comme pour le risque, conduit à celui de prévention où l'on distingue de façon analytique entre prévention primaire, minimiser le nombre d'accidents, prévention secondaire, minimiser leur gravité, leurs complications et leurs séquelles, et prévention tertiaire, minimiser les récidives. C'est ce type d'analyse qui conduit à l'élaboration des catégories de la prévention normative, lois, règlements et consignes, construites en accord tant avec les réalités matérielles qu'avec les réalités humaines. La prévention technique consiste à concevoir des objets et des machines qui soient aussi compréhensibles et aussi peu dangereux que possible, afin d'éviter d'ajouter après coup des dispositifs de protection pour éviter les accidents. Pour sa part, la prévention éducative vise l'enfant, l'adulte, le travailleur, l'usager et ne doit pas être confondue avec la répression. La prévention sanitaire consiste à mettre en place des dispositifs d'alerte, de secours, de soins, de réadaptation. Exemple, le numéro d'appel téléphonique national, les centres antipoison, etc. La prévention psychophysiologique consiste à sélectionner les candidats à des emplois engageant la sécurité collective et présente la caractéristique de sélectionner formellement par élimination. Alarme, alerte, avertissement. C'est un signal qui prévient d'un danger imminent et qui conduit à la codification d'un délai entre le signal et la mise en œuvre d'une réponse. C'est ou bien au-delà de ce délai, ou bien du fait d'une mauvaise interprétation de l'alarme qu'intervient l'erreur. L'alarme est un dispositif qui contient l'idée d'une préparation codifiée, préparation plus importante que dans la notion d'alerte, plus ponctuelle mais dont on espère toujours qu'elle sera déclenchée avant qu'il ne soit trop tard. L'alarme, comme l'alerte, se matérialise autour d'une information sur un événement donné. L'alarme, l'alerte, va de pair avec l'avertissement donné à un groupe concerné et induisant une réponse de sa part. Dans le domaine de l'ingénierie, l'alarme signale la survenance de l'événement redouté. Par exemple, dans le domaine maritime, l'alarme incendie se déclenche quand l'incendie s'est déjà déclaré et implique la mise en œuvre de mesures de traitement d'urgence. Alarme se situe alors dans la gradation avis, avertissement, alerte, alarme, l'avertissement se caractérisant par une information vis-à-vis d'un risque, d'un danger ou une menace. L'avertissement, tout comme l'avis, présente un caractère plus permanent, de mise en garde ou de vigilance, alors que l'alerte et l'alarme sont circonstancielles. L'alerte est l'identification d'une menace dont l'application est perçue comme imminente. C'est par exemple le cas de l'alerte tsunami, qui est déclenchée suite à événements sismiques détectés. L'alerte peut être déclinée en niveau ou stade d'alerte, par exemple dans le domaine militaire. Avec l'alarme, l'événement redouté a eu lieu et exige des mesures de traitement immédiat, par exemple avec l'alarme incendie. Angoisse et anxiété. L'angoisse naît d'un sentiment ressenti comme pénible, d'une menace imminente mais non avérée. L'angoisse peut déboucher sur des troubles psychologiques voire psychiatriques. L'anxiété est l'émotion qui résulte de l'angoisse. Angoisse et anxiété sont deux notions à connotation psychologique qui mettent en défaut la prise de conscience. C'est donc l'anxiété qui est inhibitrice et que l'on retrouve dans le champ de l'erreur. Assurance, confiance, défiant. Être assuré, c'est être sûr, rendre une chose ou une circonstance stable, mais c'est aussi garantir par une promesse formelle ou contractuelle, donc c'est promettre, procurer, affirmer. Avec l'assurance, il y a donc l'idée d'espérance certaine, de garantie, de confiance, en soi-même et dans les autres. C'est l'assurance ainsi comprise qui viendrait réduire le risque d'erreur. La définition communément admise de l'assurance comme activité socio-économique la considère comme l'opération par laquelle une partie, l'assureur, s'engage à exécuter une prestation au profit d'une autre partie, l'assuré, en cas de réalisation d'un événement aléatoire, le risque, en contrepartie d'une somme d'argent, la prime ou cotisation. Cette définition implique donc de se référer à l'idée de mutualisation des risques et à celle de contrat. L'assurance trouve son origine dans la solidarité et l'entraide entre les membres d'une communauté. La volonté de se prémunir contre des risques, considérés dans une acception accidentelle, même si on l'a bien cherché. Les conséquences financières qui dépassent la dimension de la communauté ont conduit à l'idée d'assurance par mutualisation du risque,
ce qui transfère à l'assuré une garantie immédiate d'indemnisation mais en suscitant le contrat. L'assurance est donc consubstantielle à l'idée même d'entreprise, seules les affaires pouvant avoir cette dimension. C'est le développement du calcul des probabilités qui va rendre possible l'idée de prévision rationnelle du risque, et ajouter à la perspective de l'assurance des biens ou des conséquences des actes des personnes, l'assurance sur la vie. C'est à la fin du XIXe siècle qu'apparaîtront, par généralisation de l'idée d'assurance, les assurances sociales. Comme le soulignent J.P. Odino et J. Garnier dans l'Encyclopædia Universalis, l'assurance est omniprésente dans la vie d'un individu ou d'une société. L'un comme l'autre la retrouve constamment sous l'une ou l'autre de ses formes. Les assurances de personnes ou assurances sur la vie, les assurances de biens, les assurances de responsabilité. Attention! C'est une attitude ponctuelle qui focalise l'agent sur une situation. La notion se dissocie de celle de vigilance qui introduit une dimension de continuité temporelle. La référence à ce terme marque toute l'importance à accorder au processus de cognition, pour qui s'intéresse à l'erreur. Cette notion connaît aujourd'hui une actualité au travers de sa traduction anglaise, care, qui exprime l'extensivité du souci de soi vers le souci des autres mêlant à la fois le sentiment, pour le souci de soi, et l'émotion pour le souci des autres. Une attention soutenue peut être qualifiée de vigilance, ou watchfulness en anglais. Yeah. Dans le domaine des sciences de gestion, cette notion permet de retrouver l'importance accordée au processus de cognition dans la thématique de l'erreur. Le biais introduit l'idée d'avoir été trompé par les sens, on a cru voir ce que l'on a vu. C'est ce risque de biais de confirmation, particulièrement important dans les situations sous stress qui conduit à fonder la nécessité de se référer à des procédures construites ex ante, afin de minimiser le risque d'erreur. La définition du terme biais possède plusieurs sens selon la discipline concernée. Dans le langage courant, il s'agit d'un écart entre la vraie valeur d'une variable inobservable et la valeur estimée. En méthodologie, il s'agit d'une erreur dans la méthode, le non-respect des règles de protocole, tous aspects qui engendrent des résultats erronés. Certitude et incertitude. La certitude est ce qui exclut le doute, son opposé étant l'incertitude. Avec ce couple maudit, on est proche de la notion d'erreur mais la certitude, comme l'incertitude parce que ce sont des sentiments, ne peuvent se probabiliser. Elles puisent leur source dans l'interaction qui opère entre des circonstances externes et un sujet. C'est la mobilité du sujet qui est source d'incertitude. Conformité, esperluette, conformisme, déviance, transgression, triche, fraude. Il est important de mettre au regard de la norme et de la règle, aussi bien le processus d'adhésion, dans sa version standard, la conformité tout comme dans sa version intégriste, le conformisme, que le processus de transgression au travers de l'acte de déviance. La conformité est en effet ce qui va fonder l'acte de ressemblance, et donc quelque part les perspectives de l'institutionnalisation de même qu'inversement, l'acte de dissemblance fonde les perspectives de la transgression, compte tenu, ou non, des logiques de récompense, au nom de la conformité et de sanction, au nom de la transgression perçue comme de la triche, sur la base du critère de plus ou moins grande obéissance ou désobéissance aux règles. La triche, tout comme la transgression, est ce qui se situe entre la limite conçue pour être dépassée et la frontière, ou la borne, qui elle ne se dépasse pas. En mettant en avant la notion d'intention, Y. Vardy et Iviener, 1996, parlent de pôle de déviance et distinguent le pôle S, benefit of the self, où la transgression est effectuée au profit de l'agent organisationnel, du pôle O, benefit the organization, où la déviance est effectuée dans l'intention de créer un bénéfice pour l'organisation et du pôle D, damage the organization, où la déviance a pour objet la détérioration du matériel ou des locaux. C'est aussi la référence à ces deux aspects qui fondent les tensions contrôle-discipline et contrainte-coopération, dont l'issue ne va pas de soi. Le contrôle n'induit pas mécaniquement la discipline, tout comme la contrainte ne conduit pas à la coopération. En effet, comme le souligne F. Bourriquot, la conformité n'est donc pas assurée par l'application mécanique de la contrainte et elle ne résulte pas infailliblement d'un calcul sur le résultat duquel des individus, pesant chacun son intérêt, se seraient mis d'accord. Avec cet ensemble de notions qui valent tout autant pour la triche, il est important d'ajouter l'intercession des convictions,
la référence à une autorité d'arbitrage et aussi la question de la volonté. La déviance se définit comme un écart à la norme, mais laisse ouverte la question de ses fondements. Il en va ainsi de l'escapisme qui peut se définir comme la décision de se soustraire à une société, tenue pour illégitime et pourtant trop forte pour qu'on lui résiste, et qui est susceptible de prendre des formes différentes. Il peut être strictement individuel, pour vivre heureux, vivons cachés, ou au contraire s'étendre au comportement d'un groupe tout entier qui cherche avec plus ou moins de bonheur à se soustraire aux pressions d'un milieu hostile, par exemple en s'y fondant au moins en apparence. Il en va à l'inverse du coming out par exemple, mais on entre alors dans une perspective communautarienne voire communautariste. La déviance se fonde aussi au regard de la figure du rebelle qui s'en prend au système de normes ou au système de valeurs, les modalités de confrontation permettant de distinguer le révolté du révolutionnaire. Comme rebelle, le révolté se confronte plutôt de façon isolée à des normes ou à des valeurs sans établir de lien entre elles, confère la figure de l'anarchiste, tandis que le révolutionnaire, tout comme le dissident, s'attaque avec d'autres aux principes réunissant normes et valeurs de façon globale. Le délinquant s'écarte volontairement des normes pour les contourner à son strict profit. La triche est donc une déviance possible parmi d'autres, d'où les contiguïtés avec ces types de déviance. Mais la déviance naît aussi de l'ambiguïté des normes qui ouvre alors le champ des interprétations, et donc des comportements, possibles et donc de ce qui se révélera être une erreur. C'est ainsi qu'il peut être question de triche, comme forme d'erreur, la référence étant alors plus la vertu que la norme car elle met l'accent sur la conduite. Par différence avec la triche, la dérive opère par absence de volonté tout comme la dérive des continents serait pour nous, humains, quelque chose d'inéluctable. La dérive est un changement imperceptible pour les contemporains. Elle consiste dans l'accumulation de changements minuscules et insignifiants par eux-mêmes, mais qui aboutissent à des résultats innovateurs, ce qui donne un sens rétrospectif à l'accumulation et la soustrait au hasard pur. C'est pourtant une des définitions du changement, Boudon et al., 2003. La notion de dérive indique aussi l'idée d'une conceptualisation non finalisée, résultant d'un empilement de conceptions successives ou coïncidentes là où la référence récurrente à l'injonction à la conformité relève le plus souvent d'une référence non réfléchie. Contrôle. Dans son acception au regard de l'erreur, le contrôle peut se définir comme le processus de gestion de la réduction de l'erreur aussi bien ex ante qu'ex post. Il sera donc moyen de la gestion du risque. Le contrôle fournit une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs conformément à sa double signification de vérification principalement adressée aux autres et de maîtrise de soi. Le self-control ou encore autocontrôle. Le contrôle est une posture qui, sur le plan individuel, se caractérise par un équilibre entre les passions, les intérêts et la raison qui peuvent ainsi être considérés au regard de la conscience. C'est ce qui permet de soutenir que contrôle de soi est aussi maîtrise de soi. En d'autres termes, le contrôle de soi est synonyme de conscience. Mais cet aspect du contrôle en limite l'objet à l'ego, faisant ainsi l'impasse sur la question de la socialité. C'est pourquoi la perspective du contrôle de soi doit être complétée par celle du contrôle des autres. À ce titre, le contrôle apparaît avec la dimension politique de l'action et se définit alors comme un des attributs de l'exercice du pouvoir avec et sur les autres, que cet exercice se caractérise par un contrôle exercé par les autres, sur soi, ou par un contrôle exercé sur les autres, par et au travers de soi. Pour synthétiser les deux aspects de cette définition du contrôle, on peut ainsi exprimer le contrôle comme étant sur le plan individuel, un des attributs de la conscience et sur le plan collectif, un des attributs de l'exercice du pouvoir. La notion de contrôle possède aussi la signification de vérification de conformité par rapport à un référentiel. C'est par exemple le cas du contrôle qualité en production industrielle, du contrôle de conformité par rapport à des normes ou standards, du contrôle parlementaire, et du contrôle gouvernemental de certaines activités par rapport aux référentiels que sont la Constitution, les lois ou les traités internationaux. Contrainte. La contrainte introduit la double idée de réduction de la liberté et d'obéissance. Dans le cadre de l'erreur, son effet principal, et c'est aussi sa justification, c'est de réduire le risque d'erreur. Mais de façon involontaire, la contrainte peut aussi accroître les risques d'erreur justement car ayant réduit les possibilités de choix,
Elle entrave toute adaptation aux faits. Criticité critique. La criticité est un sentiment qui recouvre l'idée d'une importance majeure, la criticité lors de son occurrence créant une situation critique. C'est la criticité d'un aspect qui justifie la contrainte des mesures qui seront associées. Dans le domaine de la sûreté des systèmes, la criticité n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un état. Dans le domaine nucléaire, on parle de réacteur critique comme étant un réacteur prêt à diverger, ou encore de masse critique correspondant au rassemblement de la matière fissile, auparavant répartie et nécessaire pour initier une réaction en chaîne explosive. Critique peut avoir le sens de névralgie. C'est par exemple le cas pour les infrastructures critiques, critical infrastructure, dans le sens de vital, décret SAIV de 2006. La criticité ne concerne pas que la contrainte mais aussi la précaution ou la prévention. Danger. Le danger est, comme l'indique la définition que lui donne le Grand Larousse en 5 volumes, un des corrélats de la notion d'erreur. C'est une situation où l'on est exposé à quelque chose qui légitime une inquiétude, ce qui constitue une menace, un risque qui compromet l'existence ou le bon état de quelque chose, de quelqu'un. Cette définition fait du danger un des éléments constitutifs de l'erreur, alors que l'on peut en souligner l'aspect d'extériorité tandis que le risque, en lui-même, contiendrait un aspect d'intériorité inhérent à l'agir humain. La compréhension du danger passe donc par un décodage de son contenu sentimentaliste. Le danger peut être situé dans la progression risque-danger-menace. La menace est particularisée ou identifiée, c'est une agression potentielle. Elle résulte d'éléments naturels, menace tsunami dans telle zone suite à événements sismiques, ou d'une intention ou d'une volonté extérieure, menace terroriste sur tel site, etc. La menace est en général associée à la notion d'alerte ou de préavis d'alerte et d'alarme, lorsque l'événement redouté se produit. Défaillance. Elle est imputable aussi bien à l'agent humain qu'à la machine ou au processus et constitue une des composantes de l'erreur. Elle vise un état qui devrait être détecté et pris en compte, et survient lorsque le résultat délivré n'est plus conforme à la spécification, considéré alors comme étant un référentiel. Dégâts. C'est le résultat d'une catastrophe, d'un accident, d'une défaillance, d'une erreur. Une échelle de gradation du faible au fort est associée à la notion. Désastre. Tout comme la catastrophe, le désastre comporte l'idée d'extrême et résulte d'un renoncement à gérer, le plus souvent car il ne pouvait être prévu. C'est la conséquence de l'erreur. Destruction confère son opposé, la construction. C'est l'anéantissement total et irréversible d'un objet, le plus souvent. Le dégât ou le dommage est complet. La destruction peut être volontaire par agression hostile ou décision de démantèlement, ou involontaire par accident. On pourrait y associer la notion de chaos, ou de désordre, selon le principe thermodynamique de l'entropie. Tout système tend naturellement à se dégrader et ne peut être maintenu que par la fourniture d'une énergie négantropique. À l'opposé du terme construction, les termes démantèlement ou déconstruction sont utilisés dans les domaines industriels, militaires ou maritimes pour designer la destruction décidée, organisée et méthodique d'une installation ou système qui n'est plus exploité du fait de son obsolescence. Détection, détectabilité. C'est l'expression d'une démarche volontaire de recherche d'un événement qui, au regard de l'erreur, est préventive mais aussi un vecteur d'enquête en cas d'erreur. Dommage, confère endommagé comme résultat du dommage. C'est un préjudice matériel et ou moral. La notion s'applique donc aussi bien aux choses qu'aux personnes. Son estimation relève d'un jugement de valeur, jugement qui fonde l'idée de réparation. Elle se matérialise dans une relation au temps, l'instant plus ou moins long du dommage. Doute et garantie est redoutable. C'est un sentiment qui recouvre l'idée que le sujet concerné ne sachant qui croire n'arrive pas à prendre parti. Le doute est donc inhérent au manque de certitude, au soupçon, à la méfiance vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Il est présent dans les situations les plus diverses et transforme le cours d'une réflexion. Une thématique du temps lui est implicite car le doute n'est jamais premier. Au doute correspond le soupçon. C'est la notion de garantie qui constitue son opposé, la garantie pouvant juridiquement être étendue des biens aux personnes.
Elle indique l'idée que dans des conditions normales, l'objet ou la personne ont les meilleures chances de se conduire normalement, donc sans erreur. Il n'existe donc pas de garantie sans un référentiel. Le redoutable est 2 fois le doute. Il est donc à craindre d'autant plus. Elimination. Il s'agit soit d'un état, soit d'un sentiment qui se caractérise généralement comme étant le fruit d'une action volontaire de rejet. Enjeux. Les enjeux sont constitués par les éléments susceptibles d'être affectés par un aléa, un accident, une catastrophe, une erreur, etc. Plus un enjeu est vulnérable à un élément donné, et plus le risque d'erreur est élevé. On parle à l'opposé d'enjeu résilient. La notion d'enjeu se rapproche ici de celle de vulnérabilité dont les dimensions peuvent être physiques, sociales, institutionnelles, technologiques, etc., ces dimensions étant plus ou moins liées entre elles. L'enjeu est aussi le gain espéré, ou la perte redoutée, dans un jeu ou dans une activité économique ou technique. Évaluation. La notion renvoie à la mise en œuvre d'une démarche d'appréciation, débouchant sur une estimation approximative de la situation. À son extrême, l'évaluation conduit à l'illusion. Dans le domaine technique, une évaluation, estimation, appréciation est issue d'une analyse. Elle comporte toujours une part d'inconnu, sinon ce serait un constat, car elle intègre une part de prospective. Si elle peut être erronée, elle est toujours raisonnée à partir des informations connues ou estimées réalistes, confère les évaluations de situation ou estimations de situation. Elle conduit à l'illusion si tous les paramètres sont erronés ou mesurés de manière erronée, par exemple dans le cas de l'erreur diabolique, Vanner, Carnino, où l'opérateur est conforté dans son analyse de situation, ou évaluation de situation par des signaux qu'il interprète de manière erronée comme confortant son évaluation. Fatalité. La fatalité se caractérise par son caractère inévitable, qu'il s'agisse de circonstances inévitables, la mort ou de forces obscures, d'où sa dimension sentimentaliste. Faute. C'est la cause imputée à un agent organisationnel. En ce sens, la faute est plus grave que l'erreur car elle engage directement la responsabilité. Elle en est souvent la conséquence. Dans le domaine de la sûreté des systèmes Vanner, Carnino, la faute est aussi une erreur délibérée, une infraction délibérée effectuée en connaissance de cause au regard d'un référentiel formalisé, loi, règlement, etc., enseigné, moral, éthique ou intuitif, conscience, loi naturelle. Garantie. C'est un engagement a priori, sur la fiabilité à venir. La garantie est un engagement qui, sous sa dimension juridique, prend une dimension contractuelle, confère le bon de garantie. La garantie est également constitutive de la confiance et réductrice du risque d'erreur. Hasard. Le hasard matérialise une circonstance de caractère imprévisible, sans que l'on puisse porter de jugement a priori sur son aspect positif ou négatif. Il est possible de le relier au sentiment d'insécurité. Il contribue à permettre de penser une contingence non contingente, le hasard se posant finalement en contingence suprême donc, au-dessus de l'erreur. Mais le hasard a également été récupéré dans les catégories du calcul de probabilité. Il est donc aussi possible de le considérer comme étant calculable et en conséquence, réductible. Hasard, probabilité et aléatoire se trouvent ainsi établis en filiation. C'est ce qui lui confère une ambiguïté du fait de la référence à la fois à une dimension objective, qui donne lieu à des calculs de fréquence, et à une dimension subjective, qui donne lieu à des calculs en termes d'espérance. C'est aussi ce qui permet de construire à la fois une théorie des jeux tout comme une société du jeu, et une société économique à partir du hasard moral de l'agent économique. Homologation. C'est un agrément accordé à un objet, ou à une personne l'autorisant à agir conformément au référentiel de l'homologation pour entre autres limiter le risque d'erreur. Ignorance. La notion stigmatise le défaut de connaissance. Incident. L'incident est, sur le plan des conséquences, moins grave que l'accident. Il vient par contre s'intégrer à une thématique des signes. L'incident est alors considéré comme le signal de quelque chose, la manifestation d'un risque d'erreur par exemple. Dans ce cadre, la gestion des risques, c'est récupérer les incidents pour ne pas en faire des accidents.
Un incident peut être défini comme étant la perturbation d'une composante, d'une unité ou d'un sous-système plus large, qui n'affecte pas la réalisation générale de la mission, Vibo 2000. Cette définition, largement empreinte de la thématique de la commande de machine, est une des constantes qui peut être retrouvée dans la question du risque d'erreur. La gestion du risque d'erreur en héritera de son côté, ensemble de protocoles, et va conduire au développement d'une incidentologie. Intégrité. C'est moins le lien entre cette notion et celle d'honnêteté qui nous intéresse ici, que le sentiment associé au fait que ce que l'on envisage laissera les choses entières. À son paroxysme, l'intégrité conduit à l'intégrisme, notion très souvent utilisée dans le domaine des sciences politiques aujourd'hui. L'intégrité indique le fait de disposer de données complètes et de la certitude de pouvoir maintenir le système en état, donc d'éviter l'erreur. Dans le domaine de la sûreté des systèmes, le maintien de l'intégrité d'un système technologique compense le phénomène thermodynamique de l'entropie. Impondérable. C'est un élément qui ne peut être ni prévu, ni apprécié, mais dont les effets sur l'action en changent le cours et accroît le risque d'erreur. Imprévu. C'est ce qui arrive alors que l'on ne s'y attend pas, que cela possède des effets positifs ou négatifs. Il faut en souligner le caractère extraordinaire, soudain, fortuit, inattendu, inopiné et là aussi, à l'origine de l'accroissement du risque d'erreur. Maîtrise. C'est une impression, puisque c'est quelque chose d'extérieur qui marque le comportement, qui résulte de la mise en place des procédures ad hoc de contrôle, des risques d'erreur pour ce qui nous concerne ici. La maîtrise d'une situation ne résulte pas d'une impression, mais de la mise en œuvre de dispositions ou actions permettant de contrôler le cours des événements, ou processus. Menace. C'est un signe qui laisse entrevoir quelque chose de dangereux et de nuisible, tout comme, de façon plus personnalisée, le fait de montrer à quelqu'un que l'on a l'intention de lui nuire pour obtenir quelque chose de lui contre son gré. On trouve donc ici la double dimension d'état et d'effectivité qui est celle qui opère avec le risque d'erreur qui met en balance le potentiel de menace et la capacité de mener une action adéquate à son terme. Le terme menace est souvent associé à celui d'agression dans le domaine militaire. La menace est associée à une volonté humaine externe, indépendante, comme dans le cas de la sûreté des systèmes. L'agression redoutée peut être d'origine naturelle, par exemple un tsunami, ou technologique, par exemple un incendie. Occurrence. C'est une situation, un moment qui marque la possibilité de déclaration ou la déclaration d'un événement. Péril. Plus qu'avec la menace, la variable d'état est présente avec le péril qui indique la situation qui fait que quelqu'un ou quelque chose se trouve menacé mais dont on ne serait conscient qu'en partie. C'est aussi une forme de danger. Peur. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé au regard d'un danger ou d'une menace. Le terme est associé à celui de crainte, notion moins large que la peur. La peur sert souvent autant de justification à l'exercice du pouvoir qu'à celle de l'erreur. Sans doute est-il difficile de se référer à la peur sans en souligner, au travers de l'expression de phobie, l'aspect pathologique avec en particulier, l'importance de cette notion en sciences de gestion qui, au regard des best practices, instaure la dualité xénophobie, des bad practices, xénomanie, des best practices. Précipitation. C'est à la fois un facteur d'erreur et un corrélat de l'urgence. Préjudice. C'est le fait qui fait du tort à quelqu'un, l'analyse du fait étant à la source du jugement et de la sanction, la réparation. Préparation. C'est l'ensemble des dispositions garantissant que les procédures et les ressources nécessaires pour faire face à une erreur sont bien présentes pour venir rapidement en aide aux personnes touchées. Elles reposent sur des éléments existants, une formation, un système d'alerte précoce, etc. Elle correspond à la notion anglo-américaine de DRR, Disaster Risk Reduction. D'une certaine façon, la préparation résulte des effets combinés de la prévention et de la mitigation, atténuation, et constitue le volet ex-ante de la gestion des risques d'erreur. Prévention. La prévention concerne toutes les activités qui participent à l'élimination ou à la réduction des risques d'erreur et à la préparation à l'urgence, qu'il s'agisse d'acquérir une connaissance sur ceux-ci,
de développer des habitudes de réponse, notamment au travers de campagnes de sensibilisation. Cette notion recouvre un implicite qui lui est inhérent, celui de la prévision, car il ne peut y avoir de prévention sans prévision. La prévention relève de la parade, de la précaution, de la protection mais aussi de l'esquive. Elle va inclure la préparation. La prévention inclut également la planification, par exemple la planification des secours en cas de catastrophe. Elle s'applique aussi aux événements dus au hasard, prévention contre le risque de foudroiement par exemple. Prévision prospective ? C'est à la fois un processus et un sentiment qui, lorsqu'on les associe au risque d'erreur, caractérise une démarche de réflexion visant l'anticipation des situations possibles. La notion indique que le sujet prévoyant serait ainsi prêt à affronter le futur du fait de la démarche rationnelle que sous-tend la prévision, déduction, calcul, mesure. La prévision indique aussi ce qui est prévisible, en laissant dans l'ombre ce qui ne le serait pas. Procédure. Il semble en effet impossible de se confronter à la question de l'erreur sans mentionner l'exceptionnelle importance à accorder aux procédures, qu'il s'agisse des procédures d'alerte ou des procédures de crise par exemple. La notion recouvre ici l'idée de codification ex-ante des comportements requis dans une visée prescriptive. Suivre les procédures dispense de la question du sens dans la mesure où le rationalisme qui leur est inhérent tient lieu de sens sur la base de l'argument que, justement parce que quelque chose d'important est en train de se produire, ce n'est pas le moment de se poser la question du sens. Protection. La protection comprend l'ensemble des activités visant à assurer un niveau de sécurité des personnes et des biens, sur le long terme. Comme d'autres expressions du domaine, il faut souligner l'importance des protections à épithète, protection civile, de l'environnement, des travailleurs, des espèces, de la propriété industrielle, maternelle et infantile, des mineurs, etc. Il s'agit de soustraire à un danger qui pourrait lui nuire. La protection indique aussi bien le fait de se protéger que d'être protégé. La protection des personnes et des biens s'applique non seulement sur le long terme, mais aussi dans l'immédiat. La protection peut être passive ou active. Protection est parfois utilisée comme synonyme de sûreté ou de sécurité, par exemple pour les personnes. Elle peut être assurée par un tiers ou par un système ou encore par l'intéressé lui-même. Autoprotection. Prudence, précaution. La prudence est une démarche venant d'ailleurs fonder un principe. Elle fonde une attitude venant valider une référence à la mesure. C'est une des 4 vertus cardinales avec la tempérance ou maîtrise de la volonté, la force ou courage, la justice. Réparation. C'est l'action engagée pour réparer ce qui a été endommagé, aussi bien d'un point de vue matériel que d'un point de vue moral. Responsabilité. C'est la quête de la cause inhérente à l'erreur. Revue. C'est une notion qui vise l'examen des processus. Selon la norme ISO 9000/2000, c'est une activité entreprise pour assurer la pertinence, l'adéquation, l'efficacité et l'efficience de l'objet d'étude en vue d'atteindre des objectifs. La revue est une analyse de détail des processus et de leurs résultats, afin de juger de la pertinence de leur intégration ainsi que l'efficacité ou l'efficience de l'usage des moyens pour obtenir les résultats. Revoir, c'est voir à nouveau, c'est-à-dire avoir sous les yeux ce que l'on avait déjà vu mais en portant un œil critique pour relever les imperfections, et éventuellement modifier, corriger afin de minimiser le risque d'erreur. Risque. La notion de risque peut être considérée comme un objet frontière, c'est-à-dire une référence qui peut circuler à l'intérieur de plusieurs communautés en conservant le même nom sans pour autant recouvrir les mêmes réalités, sans qu'elle ne soit pour autant aussi disjonctive que cela. Il en va ainsi au moins de sa référence en sciences de gestion comme en sciences politiques. Elle permettrait ainsi de satisfaire aux besoins informationnels de différentes communautés de pensée, en étant utilisée de manière à la fois robuste et plastique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci, tenant aussi bien à la fois du concret que de l'abstrait. En sciences de gestion, Hellman 2006 propose de distinguer le risque comme phénomène, comme notion et comme concept, tant les références qui lui sont faites sont aujourd'hui nombreuses et disparates. La trilogie émotion, impression, sentiment lui est applicable, le risque pouvant être considéré dans ces 3 perspectives. Le jugement de valeur qui lui est aujourd'hui appliqué en fait le plus souvent un phénomène négatif.
C'est à ce titre aussi d'ailleurs que l'on associe risque et malveillance, et donc plus rarement risque et bonne fortune, d'où le bien fondé de la définition rationnelle et de la mise en œuvre de procédures pour le réduire. Le mot français daterait du XVIe siècle et son étymologie serait liée à l'activité commerciale maritime, le risque que court une marchandise en mer, qui exprimerait le danger lié à une entreprise et dans sa version militaire, la chance ou la malchance pour un soldat. Comme le signale Bellaperche 2003 page 8, il y a donc bien déjà un lien établi entre le risque, expression du danger, et la nécessité de le récompenser ou de le réduire. F. Brodel, 1997, page 201 et suivante, va rapprocher risque et capital dans l'exégèse qu'il reprend des scolastiques, 12 degrés XIIIe siècle, pour justifier l'intérêt en raison du risque couru par le prêteur à une période où se développe aussi l'activité d'assurance. Risquer se trouve ainsi avoir pour synonyme tenter, entreprendre, marquant ainsi la distinction qui va s'opérer dans le développement du capitalisme, entre le risque d'entreprendre, avec le profit, et celui de son financement, avec l'intérêt. Ces deux risques sont aujourd'hui complétés par le risque sur le capital humain, dans la mesure où les entreprises qui sont aujourd'hui des organisations de grande taille sont également considérées comme des collectifs risqués. Ce risque s'intéresse plus spécifiquement au talent du dirigeant et à sa motivation à prendre des risques, la part variable de la rémunération notamment sous forme de stock options, constituant l'un des aspects importants de la discussion. Par ailleurs, le risque technique est également considéré aujourd'hui comme étant de l'ordre de l'activité d'entreprise. J.A. Schumpeter, 1999, va faire de l'assomption du risque d'entreprise l'essence de l'entrepreneur qui se doit de vaincre la résistance du banquier au regard de l'aversion au risque de ce dernier. Le risque financier va pour sa part être divisé et classé, mutualisé pour déboucher aujourd'hui sur les catégories du capital risque, strictement dévolues au risque d'entreprise. D'autres économistes, F.H. Knight, 1933, par exemple, vont distinguer le risque avéré, sur lequel l'agent possède des informations concernant la probabilité de réalisation et sur les conséquences, du risque potentiel, pour lequel l'agent ne peut soit définir la liste des conséquences possibles d'un événement, ou ne peut déterminer de probabilité de réalisation des résultats identifiés comme dans l'assurance, avec la loi des grands nombres. Les premiers sont pourtant traités par l'assurance, les seconds sont plutôt mutualisés. Le risque peut être objectif, résultat d'une approche rationnelle non interprétative du risque ou perçu, suivant la position de l'agent dans son exposition au risque et ou sa psychologie, Godard et al., 2003. C'est ce qui permet d'introduire toute l'importance des biais cognitifs et du poids des représentations et de distinguer riscophile de riscophobe, le risque étant finalement indéfini en lui-même. Les médias comme porteurs de représentation jouent un rôle important dans cette dualité en renforçant le poids de l'aspect perçu par rapport à celui d'une approche rationnelle. N. Luhmann, 1993, distingue l'objet risqué des fauteurs de risque en soulignant que le risque naît de la relation établie entre les deux. En d'autres termes, un objet est considéré comme susceptible de subir les effets d'un risque selon les représentations que l'on se fait, 1 degré des fauteurs et 2 degrés du type de relation établie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.